20 morts, une centaine de blessés dans le train Bruxelles-Paris. Le vol Air France Tel Aviv Athènes-Paris détourné sur la Libye. Un président pour les Portugais, ce soir même peut-être. Les leaders occidentaux s'inquiètent de l'inflation. Dénationalisation, oui, mais pas n'importe comment. Le thermomètre monte toujours, les feux de forêt se multiplient. Mais oui, il grimpe le thermomètre, vous le constatez. On annonce 36 degrés pour demain. Ce sera le record de lundi, je vous donnerai la météo tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est Tours, Le Mans, Nantes et Alençon qui ont établi ce record de la canicule avec 35 degrés. C'est déjà pas mal. C'est le moment d'économiser ses forces, ce qui ne doit pas m'empêcher de vous dire bonsoir. Bien sûr, canicule et sécheresse, déjà catastrophiques pour les récoltes, favorisent le développement des incendies. Sur notre carte, celle qui vient maintenant sur votre écran, les départements où se sont déclarés des incendies ces dernières 24 heures, il y en a beaucoup. Les sinistres les plus importants sont celui de l'Ardèche, où l'on envisage de faire appel à l'armée pour protéger quelques fermes menacées par les flammes près de la Mastre, et l'incendie des Landes de Lannevaut, dans le Morbihan, qui a cessé de s'étendre il y a moins de 2 heures. C'est par cette chaleur, peut-être à cause d'une dilatation des voies, que s'est produit un accident ferroviaire à Soigny en Belgique. Un train spécial, Amsterdam-Paris, a déraillé. 10 morts, une vingtaine de blessés, nous vous le disions. Nous aurons peut-être plus de détails en fin d'édition. En premier lieu, le détournement intervenu au début de l'après-midi entre Athènes et Paris, détournement d'un Airbus de la compagnie Air France venant de Tel Aviv avec près de 250 passagers à son bord, pour un tiers des passagers israéliens. L'Airbus devait arriver à Roissy cet après-midi à 14h35. Il avait quitté l'aéroport de Tel Aviv à 9h ce matin, heure israélienne. À 11h25 heure de Paris, l'avion fait une escale à Athènes. Après avoir embarqué 57 personnes, dont les terroristes très certainement, il repart avec 246 passagers. 83 sont de nationalité israélienne, il y a également un bébé à bord. 15 minutes après le décollage, l'appareil disparaît des écrans radars de la tour de contrôle d'Athènes. Le contact radio est coupé. On apprend peu après que l'avion a été détourné, qu'il a été contraint de mettre le cap sur la Libye. À 15h heure française, l'Airbus se pose sur l'aérodrome de Benghazi et va se parquer en bout de piste. Quelques heures après, les autorités libyennes montent à bord. La négociation semble s'engager. Bien que soumis à une surveillance spéciale, l'aérodrome d'Athènes a déjà été le théâtre de plusieurs attentats et détournements au cours des 3 dernières années. Selon la radio israélienne, les pirates de l'air seraient au nombre de 5 ou 6. Une organisation inconnue revendique ce détournement, le Front populaire radical de libération de la Palestine. Pour Tel Aviv, ce sont les autorités françaises qui doivent décider des mesures à prendre pour libérer les otages. Et à Paris, le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ambassadeur de Libye d'assurer la sécurité de tous les passagers. Quant à l'aérodrome de Benghazi, en juillet 1973, des terroristes palestiniens avaient fait exploser le Boeing de la Japan Airlines qu'ils avaient détourné, après avoir fait évacuer auparavant les passagers. À Roissy, cet après-midi, on attendait avec anxiété des nouvelles du vol Air France 139, premier avion français détourné au Proche-Orient. J'espère. On espère toujours avoir des renseignements, nouvelles. C'est pas la peine de partir. Si des fois l'avion revient, ben à ce moment-là, on pourra récupérer notre famille. Hein. C'est pas... Le problème, c'est qu'on puisse avoir très vite une solution, parce que de toute façon, rester comme ça, bien sûr, c'est idiot peut-être d'attendre, mais il vaut mieux attendre et espérer que de repartir. Hein. Bon, non, on n'a pas prévenu du tout. On n'a rien su du tout jusqu'à 3 heures. Vous êtes inquiet ou Ben bien? Oui, bien sûr, oui, évidemment. Hein. Surtout dans l'état dans lequel il se trouve. On ne sait absolument pas ce qui se passe, ni pourquoi. Un président pour le Portugal. Si le pays se réduisait à sa dernière colonie, Macao, tout au sud de la Grande Chine, le général Antonio Ramalho Eanes serait déjà élu. Par 84% des suffrages, Macao a en effet plébiscité le général qui a été, il est vrai, en garnison dans la colonie pendant plusieurs années. Cela à cause du décalage horaire, cela pour l'anecdote, c'est le premier résultat, mais il ne veut pas dire que. Alors qu'à Lisbonne, on en est encore à chiffrer la participation, très étalée tout au long de la journée et peut-être un peu inférieure à celle du dernier scrutin. Nos envoyés spéciaux vont peut-être pouvoir nous le confirmer dans le cours de ce bulletin.
À Porto Rico, président chez lui, Gerald Ford est arrivé bon premier pour recevoir dans l'île américaine des Antilles les dirigeants des 6 autres grands pays industriels occidentaux, qui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain soir, vont essayer de faire le point de la reprise économique et de ses problèmes. Valéry Giscard d'Estaing est arrivé ce midi. 7 mois après le sommet de Rambouillet, les 7 se retrouvent pour une autre conférence à l'ordre du jour très large. On n'attendait plus que lui pour commencer la réunion de Porto Rico. Le président Giscard d'Estaing s'est posé il y a 1 heure à peine à San Juan. Il arrive le dernier, mais n'y voyait aucune intention. Le président de la République a longuement conféré avec Gerald Ford et les Américains il y a 1 mois environ, lors de son voyage officiel. Alors on s'est déjà tout dit, et bien dit d'ailleurs, puisque le climat, disons, est excellent. La France et l'Amérique se retrouvent sur quelques points essentiels qui vont être examinés durant ce week-end portoricain. Le président est accompagné du ministre des Affaires étrangères, M. Sauvagnargues, cela va de soi, mais aussi de M. Fourcade, ministre des Finances, et de plusieurs conseillers économiques, car on va parler avant tout économie durant cette réunion du club des riches, du club des pays nantis, comme on dit, disons des grands du monde non communistes. La réunion se tient à 30 km de San Juan, sur une plage de milliardaires, qu'on appelle d'ailleurs El Dorado, la plage dorée, la plage d'or. Là, le président Ford, en tenue très décontractée, en tenue de week-end, accueille depuis hier ses invités. Depuis hier matin, il a reçu ainsi le Premier ministre italien, le Premier ministre japonais, le chancelier Helmut Schmidt, le premier britannique et un nouveau membre du club, Pierre Trudeau, le Premier ministre canadien. Les entretiens, en fait, seront très courts. 2 séances officielles si je puis dire, mais les Américains tiennent à donner à ce rendez-vous un côté très détendu, très décontracté. D'ailleurs, vous voyez la tenue du président Ford, au point qu'on peut se demander pourquoi le président américain a proposé ce rendez-vous s'il n'y a vraiment rien d'urgent à se dire. Notons cependant que ces grands du monde non communistes vont avoir à faire face, dans les mois qui viennent, à des problèmes nouveaux. Et d'abord, l'inflation. À Rambouillet, on avait surtout cherché à enrayer la crise, le marasme, la récession. Aujourd'hui, c'est la reprise et on voudrait garder les rênes en main. Deuxièmement, le flottement des monnaies. Il faut retrouver une certaine stabilité maintenant, surtout que la livre sterling et la lire italienne sont en train de plonger. Troisième sujet de préoccupation, la liberté de commerce. C'est une grande idée américaine. On voudrait supprimer toutes les barrières et surtout toute tendance à l'isolationnisme. Enfin, 4e sujet, et non des moindres, le dialogue avec le tiers-monde. Là-dessus, disons que la France et l'Amérique ont des approches quelque peu différentes. L'Amérique voudrait surtout créer un front commun des riches. Et ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Ici même, à Porto Rico, l'Amérique a ses problèmes. La gauche portoricaine manifeste aujourd'hui même dans les rues et réclame l'indépendance complète. L'Amérique, pourtant, a apporté une aide considérable à cette île sans ressources, en s'appuyant d'ailleurs sur la majorité du pays qui veut rester associé aux États-Unis. Le dialogue n'en est pas moins difficile. Sur leur terrain de golf, les 7 grands doivent en ce moment même y réfléchir. Autres réunions internationales, d'abord la conférence des partis communistes européens à Berlin-Est, aux côtés de Léonid Brejnev, arrivé ce matin de Moscou, les têtes du communisme de notre continent, dont le maréchal Tito, présent dans une conférence de ce genre aux côtés des soviétiques pour la première fois depuis sa rupture avec Staline il y a 28 ans. Et puis à l'île Maurice, ce sont les responsables des pays de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui se réunissent avec pour thèmes principaux des débats l'Afrique du Sud, la Palestine et aussi la question de Djibouti. En France, un sommet de la gauche demain. Messieurs Mitterrand, Marché et Fabre doivent en théorie examiner leur tactique en vue des élections municipales. Leur réunion devrait en fait ne pas se limiter à cela, surtout après la déclaration faite par Robert Fabre à notre micro il y a quelques heures. Le leader de la famille radicale de gauche veut que l'on parle du programme commun, et plus précisément de l'un de ses articles qui concerne les nationalisations. Il y a dans le programme commun une certaine phrase dont nos adversaires se servent parfois pour laisser croire que si la gauche arrivait au pouvoir, il n'y aurait plus de secteur privé.
Cette phrase fait allusion à la possibilité, par des comités d'entreprise, de demander la nationalisation de leur entreprise, bien entendu avec un certain nombre de garde-fous qui sont l'accord du gouvernement et du Parlement. Donc vous ne voulez plus qu'on puisse comme ça nationaliser n'importe quoi, Nous n'importe voulons quand, n'importe que comment. les critères de nationalisation soient parfaitement précisés. Dans l'annexe, nous parlons même d'une sorte de statut. Car ce que nous voulons éviter, c'est qu'une entreprise qui fonctionne bien, qui n'a pas recours aux subsides de l'État, qui ne correspondent non pas à des critères de nationalisation permettant d'envisager qu'elle passe sous ce contrôle. Eh bien, nous ne voulons pas que dans cette entreprise, une demande de nationalisation puisse fuser de la part du comité ou du personnel, alors qu'il n'y a pas de raison. Et d'autre part, si une entreprise, qu'on appelle parfois un canard boiteux, n'a plus de raison d'être sur le plan économique, nous ne voyons pas pourquoi l'État la prendrait à sa charge, en dehors du cas où, sur le plan de l'emploi, sur le plan régional, il pourrait se poser des problèmes graves à résoudre. Voilà notre position, je pense qu'elle est claire, et je pense que nos partenaires la comprendront parfaitement. Vous croyez que vos partenaires la comprendront? Parce que dans le premier cas que vous venez de citer, vous allez vous opposer à la volonté des travailleurs, d'une certaine façon. Mais pas du tout. Les travailleurs seront des gens compréhensifs, et je dirais même qu'il y a des engagements que nous prenons vis-à-vis des chefs d'entreprise. Les deux doivent être conciliables. Car à l'heure actuelle, ce n'est pas quand même la gauche qui est au pouvoir, et nous constatons un afflux de faillites, et de la part du soi-disant libéralisme avancé qui nous gouverne, il y a une sorte de pression qui est permise au niveau des sociétés multinationales, des monopoles, qui fait que de plus en plus disparaissent ces petites et moyennes entreprises que nous voulons défendre. Mais alors moi je me demande pourquoi vous vous posez cette question-là aujourd'hui, Monsieur Fabre, alors que ça fait 4 ans que vous vous contentez de ce qui est écrit dans le programme commun. Là. Mais il y a 4 ans que ce problème-là est étudié à travers les groupes de travail que nous avons évoqués. Ça va passer vite alors. Je dois dire aussi que le mouvement des radicaux de gauche, pendant ce temps-là, a élaboré de plus près sa propre doctrine. Nous avons approfondi nos vues sur ces problèmes économiques. Et qu'aujourd'hui, parce que nous sommes devenus aussi plus importants, plus puissants, nous pouvons mieux nous retourner vers nos partenaires et faire entendre notre voix. Ce que nous voulons, c'est que les engagements que nous prendrons devant une certaine catégorie de la population, qui est celle des Français moyens, au niveau des petites et moyennes entreprises, vous l'avez dit tout à l'heure. Eh bien, nous voulons que ces engagements soient très clairs, et que nous puissions nous présenter devant eux, dans le cadre de l'Union de la gauche, en leur donnant les garanties qu'ils sont en droit d'exiger. Plusieurs réunions politiques et une fête politique en cette fin de semaine. Que la politique devienne fête, ce n'est pas si désagréable. Les jeunes giscardiens ont consacré leur conseil extraordinaire hier à l'unité nécessaire de la majorité. Les jeunes communistes ont vu aujourd'hui leur conseil national décider d'une action massive en vue de la campagne pour les prochaines municipales. Et puis ces 2 jours, la Fédération de Paris du Parti socialiste a organisé sa fête de l'unité traitant des aspects de la vie d'une grande agglomération. Bizarre ces folies bourgeoises, pas tellement parce qu'on y voit une femme si jalouse à la fois de son mari et de son amant qu'elle en projette ses fantasmes pour un oui, pour un non, sur l'écran saugrenu de son imagination, mais parce qu'on ne comprend pas très bien quelle a été l'intention de Claude Chabrol. Il aurait voulu, une fois de plus, secouer la carcasse dorée de la bourgeoisie. Pauvre bourgeoisie, elle n'a pas besoin de ça. Voici longtemps déjà que son trône n'est plus qu'un fauteuil d'infirme dont les roulettes manqueraient de lubrifiant. Incohérente aventure, en tout cas, dont la séquence choc, à tout point de vue, nous montre une dame infiniment distinguée qui fait exploser une bombe parmi les petits fours d'une réception mondaine. Lorsqu'on sait que l'auteur du roman, d'où est tirée Folie bourgeoise, n'est autre que l'épouse d'un dignitaire très important de la République, on frémit à l'idée que l'on pourrait être invité aux réceptions de l'Élysée. On le regrette pour Claude Chabrol, dont d'habitude on apprécie le talent corrosif et intelligent, mais peut-on se passionner pour ces larves qui ont l'envie de se suicider seulement parce que leurs estomacs sont fatigués de la cuisine de chez Maxime, ou parce qu'elles en ont assez d'arpenter le parc de leur château? Ce n'est pas un psychiatre qu'il leur faudrait, mais un stage chez Renault.
Curieuse entreprise également, cet oiseau bleu, d'après Maeterlinck, qu'Américains et Russes sont allés concocter à Leningrad. Sur le papier, c'est superbe, le metteur en scène est George Cukor, celui de Une étoile est née et de Le roi et moi. Vedette Jane Fonda, Ava Gardner, le clown Popov, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor chez les soviets, soit dit en passant, avec la charmante simplicité prolétarienne qu'on lui connaît, ça devait être grandiose. Mais dès les premières images, on sent que le brillant volatile a du plomb dans l'aile. Il y a de belles séquences, par exemple, celle où nous pénétrons dans les dédales de la nuit, celle surtout où l'on voit dans une espèce de paradis des enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui pourtant savent tout déjà de leur destin et qui attendent le moment de venir au monde. Malheureusement, ces joyaux ressemblent à ceux de la bijouterie personnelle de Mme Taylor. Ce sont des solitaires. Alors, s'il faut absolument rêver, on ne peut que s'émerveiller en entendant cet ouvrage nous assurer que l'oiseau bleu étant le symbole de la liberté, il ne saurait être retenu dans une cage sans périr. Traduisez, comme ils sont dignes de pitié, les pays et les gens qui n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes. Et l'on se met à penser que le véritable conte de fées, ce serait une autre version de ce film où le partenaire de Mme Elizabeth Taylor ne serait plus Popov, mais par exemple Pliouch ou Solzhenitsyn. Tour de France, le Belge Mertens n'a pas fait de détail. Non seulement il a remporté cette 3e victoire en 4 jours, mais il a creusé des écarts considérables contre la montre au Touquet sur 37 km. Le porteur du maillot jaune a battu son compatriote Polanquier, 2e à 1 minute 37 secondes. Poulidor, 10e, a concédé 2,58. Et grosse surprise, Thévenet, 22e, a concédé lui 3 minutes 32, si bien que ce soir il se retrouve à 3 minutes 52 du classement général, derrière le Belge Mertens. L'exploit des championnats de France d'athlétisme à Lille a été réalisé par Jacques Rousseau dans l'épreuve du saut en longueur. Avec un bond de 8,26 m, Jacques Rousseau a amélioré de 10 cm le record précédent détenu par Jacques Pany depuis 1969. Cette performance situe Rousseau parmi les favoris aux prochains Jeux Olympiques de Montréal. Championnat du monde des poids moyens, Carlos Monzon, l'Argentin, l'a finalement emporté sur le Colombien Valdés, mais la victoire de Monzon n'a pas été facile. Les deux boxeurs sont restés longtemps à égalité, ce n'est qu'au 14e round que Valdés a vu ses chances s'envoler. Monzon esquive une attaque de Valdés qui s'écroule dans les cordes. Carlos Monzon a confirmé l'incontestable valeur de son titre, mais son héritier a toutes sortes de chances de s'appeler un jour Rodrigo Valdés. Soleil, chaleur et en conséquence public clairsemé cet après-midi à Longchamp pour une intéressante journée de galop avec tout d'abord le tiercé dans le prix Major Fridolin. Chaleur qui a fait peut-être que plusieurs des animateurs de la course se sont effondrés au milieu de la ligne droite comme le numéro 9 Château Country. Chaleur qui n'a pas empêché le plus chargé, le numéro 1 Zand, de placer son sprint à quelques centaines de mètres du poteau et de laisser plusieurs longueurs derrière lui, le 8 Balikessir et Montesquieu le 17. Quant à l'épreuve numéro 1 de la Réunion, le Grand Prix de Paris, 800 000 francs au premier et surtout 3100 mètres à parcourir, il a permis à un tandem que l'on n'avait pas vu sur les hippodromes depuis 5 ans de remporter une victoire spectaculaire. Ce tandem, c'est celui que constituent Yves Saint-Martin et François Matet, l'entraîneur du numéro 6, XLR, qui s'envolait et battait Secret Man, victoire attendue des deux meilleurs chevaux. Aux courses, en ville, à la campagne, tenue légère de rigueur pour le début de la semaine. La météo annonce des vents très faibles, un temps toujours chaud et ensoleillé. Il fera plus chaud au nord qu'au sud, un maximum de 36 degrés par ici et 31 seulement, si on peut dire, dans le midi. Voici venir quand même quelques nuages, mais des nuages qui se traduiront par de l'orage, peu abondant et très localisé, surtout sur les Pyrénées et le Massif central. Aujourd'hui, il a plu 1 heure dans la région d'Albi. Hier soir, 2 heures sur Florac en Lozère, mais aussi, bizarrerie du temps, il est tombé de la grêle dans certaines parties de la Dordogne, ravageant des cultures de maïs, de blé et de vigne, des cultures qui n'avaient certes pas besoin de ça.
Et tandis que la persistance de la sécheresse est à l'origine des incendies dont nous avons parlé tout à l'heure, et alors que cette même persistance va nous conduire très vite à économiser l'eau sérieusement, Parisiens et touristes, en ce jour de congé, transformaient les fontaines du jardin du Trocadéro en une piscine géante, rafraîchissante et gratuite. Ça n'arrive pas souvent au mois de juin, autant donc en profiter à tout âge. Conséquence de l'extrême chaleur, la dilatation des rails est-elle à l'origine de l'accident de train de Soigny, dont je vous donnais le bilan en commençant ce journal? Je ne pense pas que l'on puisse déjà répondre à cette question, mais voilà déjà, pour l'instant, le reportage que la radio-télévision belge nous fait parvenir de cette catastrophe. Le rapide Amsterdam-Bruxelles-Paris avait quitté la capitale belge depuis 28 minutes, lorsqu'à une trentaine de kilomètres de la frontière française, 5 wagons sont sortis des voies. 5 wagons sur les 12 du convoi, 5 wagons qui transportaient des passagers, des Hollandais en majorité. Les blessés ont tous été évacués vers les hôpitaux voisins, on dénombre 29 blessés et 10 morts. Bien entendu, il est trop tôt pour connaître les causes exactes de cette catastrophe. Mais il faisait plus de 50 degrés au soleil à cet endroit, cet après-midi. Autre indication aussi, en 1974, un déraillement avait fait 17 morts dans la région, responsable la chaleur qui avait déformé les voies. Certains témoins disent aussi avoir vu que l'écartement des voies était plus étroit que la normale, sous l'effet de la chaleur, sans doute. Ce journal de la 2 du dimanche 27 juin se termine sur un bonsoir et sur le rappel des principales informations de la journée, comme nous en avons pris l'habitude. 10 morts dans le train Bruxelles-Paris. À l'origine de l'accident, peut-être la dilatation des rails. Air France, toujours pas de nouvelles du vol Tel Aviv-Athènes-Paris détourné sur Benghazi. Les Portugais attendent le résultat de l'élection présidentielle. Le sommet des 7 chefs d'État et de gouvernement, une réunion plus politique qu'économique. La combinaison gagnante rapporte 5 447 francs 50 dans l'ordre, 1089 francs 50 dans un ordre différent. À 22h45, le dernier journal d'Antenne 2.